L'étude de faisabilité. Il faut savoir que l'étude de faisabilité est généralement menée de façon extrêmement structurée pour des projets qui sont très complexes. Néanmoins, même pour des projets de moindre ampleur, plus petits, comme d'ailleurs la plupart des projets digitaux, ça reste une étape structurante dans la phase avant-projet. Ça permet de répondre à la question: les conditions sont-elles réunies pour que le projet puisse être mené à bien? Il faut savoir que dans l'étude d'opportunité qu'on a réalisée avant, on a défini et légitimé les besoins, son contexte global et les objectifs qui sont principaux. Dans la note de cadrage, on a tracé les contours de la solution à produire, le périmètre du projet et son organisation qui est envisagée. Avant de se lancer tête baissée dans la production, il y a plusieurs étapes qui sont nécessaires à évaluer et qui permettent également d'évaluer votre capacité à réaliser le projet. Donc, il faut savoir que l'étude de faisabilité va adressera plusieurs cadres d'analyse. On a le cadre économique d'abord, qui va déterminer les charges nécessaires à la réalisation en construisant un budget et en envisageant les coûts générés par la maintenance de la solution réalisée. On a le cadre qui est technique. Quant à lui, dans une certaine mesure, il est lié à la dimension économique. Est-ce qu'on dispose bien de toutes les compétences requises pour mener à bien le projet? On a le cadre qui est organisationnel. Il va aider à évaluer si l'organisation du projet qu'on veut faire, tel qu'il est présenté dans la note de cadrage, est réussi et réalisable. C'est la construction du planning qui mettra le projet à l'épreuve de la disponibilité des ressources nécessaires ou de l'impératif de livraison. Pour la conduire de manière efficace, il faut commencer par déterminer plusieurs scénarios projets qui vont déterminer la valeur promise selon le cas et procéder à une analyse de risque rigoureuse. C'est l'ensemble de ces étapes et livrables qu'on va aborder ici dans cette vidéo qui est consacrée à la faisabilité du projet. Donc tout d'abord, il faut définir les scénarios possibles pour le projet. Donc un projet consistant à réaliser quelque chose qui n'existe pas encore, on ne sera jamais totalement certain du chemin à emprunter pour aller d'un besoin qui est initial, qu'on a prévu, aussi bien décrit soit-il, à une réalisation qui est concrète. De nombreux événements pourront survenir durant le projet. On va par exemple rencontrer des difficultés, quelques bonnes surprises et un bon lot d'imprévus. Si ces événements sont nécessaires pour forger l'expérience, tenter d'imaginer le déroulement possible pour le projet va aider à les anticiper et donc à mieux y faire face au moment où on va découvrir et donc on va devoir se concentrer sur la production pour assurer la réussite du projet. Dans un projet qui est digital, on sera très rarement amené à produire une solution autonome. Les acteurs impliqués sont généralement nombreux, qu'il s'agisse de métiers directement concernés ou de parties prenantes distinctes de l'équipe de projet. Les technologies qui sont employées impliquent souvent de nombreuses interconnexions avec d'autres systèmes, d'autres sources de données, ainsi que d'autres plateformes par exemple, qui vont conduire à faire fonctionner avec ou sans le projet. Sans compter que tout projet, en produisant un résultat inédit, induira des changements et les résistances naturelles qui vont avec. Il faut savoir que les influences possibles sur le projet sont presque infinies. Donc, à ce stade du projet, on sait normalement où on va aller. On va donc s'attacher à définir quelques hypothèses pour déterminer comment y parvenir. On va construire des scénarios possibles pour imaginer comment notre projet pourrait se dérouler et s'il le permettra, bien sûr. Attention tout de même, il ne s'agit pas d'inventer totalement ce qui pourrait arriver. Selon le contexte du projet, sa nature, les parties prenantes identifiées, on a les caractéristiques du marché,
on va devoir dresser des hypothèses qui sont plausibles. On ne va pas imaginer des scénarios catastrophes totalement hallucinants et comme du type chute de météorite sur l'équipe projet. C'est impossible que ça arrive. Ou du moins, il faudrait vraiment quelque chose de gros pour que ça arrive. Ou alors une épidémie de gastro foudroyante, etc., etc., etc. C'est complètement hors norme, ce type de scénario. Tous les scénarios qu'on va imaginer doivent être ancrés dans une réalité qui vont décrire un déroulement crédible du projet. Donc ce type de scénarios inventés, on peut les mettre directement au placard. Maintenant, il faut savoir que lorsqu'un projet se termine, l'équipe au complet se réunira pour en retracer l'histoire. Cette séance s'appelle un bilan, un retour d'expérience, ou encore un post-mortem. Après avoir matérialisé le déroulement vécu du projet, il faut se rappeler les principaux événements. Ce sera alors l'occasion d'identifier ce qu'on peut appeler les bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre pendant le projet, de faire l'inventaire des problèmes qui ont été rencontrés, d'en trouver les causes et de construire un plan d'action qui va permettre d'améliorer les futurs projets. L'ant-mortem, c'est le même format, mais on l'organisera en tout début de projet. L'animateur présentera donc le contexte du projet, communiquera toutes les informations structurantes et permettra aux participants, dans un futur possible, d'avoir les informations nécessaires, comme je viens de le dire. La première étape va consister à rassembler tous les éléments de description de votre projet. La note de cadrage contient normalement toutes ces informations et on peut les partager avec l'équipe réunie pour l'atelier. On peut ensuite avoir des hypothèses de travail. Notre projet vient de se terminer. Nous nous réunissons aujourd'hui pour faire le bilan du projet. C'est celui qui s'est le plus mal passé de toute l'histoire de l'organisation et toute l'équipe en a souffert. On va essayer de trouver comment éviter que cette situation se reproduise à l'avenir. Comme on peut le voir, c'est un exercice d'anticipation. On s'imagine dans le futur. Et sur la base des informations clés du projet, on cherche donc à identifier ce qui pourrait déraper, ce qui pourrait mal se passer. On va donc imaginer les problèmes de manière simple et de façon facile, les raconter et raconter une histoire qui se déroule bien. Comme dans tous les romans, dans tous les films, dans tous les contes de fées. Il y a pour les personnages des difficultés à surmonter, des défis à relever, un récit où tout se passe pour le mieux. Il serait terriblement ennuyeux. Donc dans un projet, anticiper les problèmes permettra au creux de révéler ce qu'il faudra faire pour que le projet se déroule sans accroc. Sur la base donc, de notre trame, que nous vous proposons donc ici, on peut évaluer les dimensions qui sont essentielles donc, du projet, en considérant tour à tour ce qui pourrait se passer dans une organisation du projet ou au contraire en réaction à des événements extérieurs. On peut inventer alors des participants si c'est un projet fictif ou inviter, dans le cas d'un projet réel, les participants à noter des événements crédibles sur des post-it qu'on va positionner dans différentes catégories et qu'on va regrouper par thème si c'est nécessaire. Au début du projet, cette activité est plutôt ludique et donc plaisante à organiser. L'équipe est a priori stimulée par l'arrivée d'un nouveau projet et le mode collaboratif va permettre aussi aux membres qui n'ont pas encore travaillé ensemble de faire connaissance. Mais ça aura aussi pour avantage de faire émerger le matériel nécessaire pour construire les scénarios prévisionnels. Donc par exemple, on a quelques éléments de contexte qui vont nous aider à construire les différents scénarios projets qu'on peut réaliser. Donc on peut s'aider et donc les présenter rapidement. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle un QQO-QCCP. C'est un outil de questionnement systématique qui permet de décrire un projet de façon complète, mais concise quand même. Donc comme on peut le voir, on a, donc je vais vous le lire parce que c'est un peu petit quand même, mais on a le quoi par exemple, on peut dire le toutou fumant, c'est donc un projet fictif hein, bien sûr, mais une nouvelle chaîne de boutiques de hot dog bio
qui lance son activité en France. Ça souhaite mettre en place une communication qui est digitale, basée sur site web, campagne display, création de compte marque sur 3 réseaux sociaux et une campagne de lancement sur ces mêmes réseaux sociaux. On a les commanditaires, donc toutes ces personnes, je ne connais personne qui s'appelle ainsi, et je précise que c'est valable pour toute la vidéo dès que je citerai un nom et un prénom. Donc on a Antonin qui est le fondateur de la marque, on a Clémence, directrice de marketing digital, Hervé, CTO, donc chef technical officer. On a Sonia, chef de projet digital, on a des prestataires, donc Roxane qui est directrice conseil chargée de stratégie. On a Aline, directrice de création. On a une équipe créative avec Thérèse, DA, Paul, DA, Mathieu, UX designer. On a Lucien, directeur technique. On a une équipe technique donc de développeurs. On a par exemple des chefs de projet digital. On a des parties prenantes également, comme des sociétés. Donc, on a des cibles également, donc des personas. Ensuite, on a où la réunion donc sur site client, on a le pilotage du projet, on a l'hébergement. Ensuite, on a quand le lancement de notre projet va avoir lieu, la durée prévisionnelle, la présentation du projet, donc fonctionnel ou pas. On a la méthode projet en cascade. Donc maintenant, on utilise plutôt une méthode différente du cascade, c'est-à-dire la méthode agile, mais il y a certaines entreprises qui veulent quand même la méthode en cascade. Donc là, il faut respecter la demande, mais on peut tout de même expliquer pourquoi l'agile est mieux. Ensuite, on a combien et on a le pourquoi. Donc normalement, le quand, comment, combien, pourquoi, vous pouvez le lire. Donc je ne vais pas plus développer cette partie. Donc dans le contexte réel, d'autres éléments comme l'analyse des parties prenantes, études de marché, SWOT, le périmètre fonctionnel ou la gouvernance détaillée vont venir alimenter la réflexion. Donc ici, on a par exemple une matrice pour faciliter la construction de scénarios. Donc elle est un peu petite, vous la voyez en haut normalement. Il est parfois difficile de se projeter dans le déroulement d'un projet en particulier quand on débute. On va proposer donc quelques angles d'attaque pour évaluer ce qui pourrait facilement ou contrarier les plans. Pour structurer la démarche, on a une matrice type qu'on peut compléter pour différents scénarios et qui pourra servir de socle donc à un atelier ante-mortem. Donc on a le contexte et les objectifs pour permettre et mettre en perspective les scénarios qu'on va rédiger. On va indiquer ici une description courte du projet. Ça ne doit pas dépasser une ou deux phrases. Cette description va s'orienter sur le contexte du projet et ses objectifs stratégiques. La portée du projet. La portée du projet, il faut savoir que ça précise l'ensemble des réalisations qu'on aura à produire dans le cadre du projet. On va parler de chantier, de lot, de sous-projet, c'est-à-dire de livrables majeurs que le commanditaire pourra exploiter en fin de projet. Les variables donc internes qui peuvent influencer le cours du projet. Dans cette partie, on va rassembler les facteurs internes qui pourront agir sur le projet. On peut proposer des variables suivantes qui vont couvrir une grande partie de la problématique interne auquel le chef de projet sera très certainement confronté. Donc, les disponibilités de ressources. Donc, par exemple, on a de nombreux événements qui peuvent survenir. Donc, les ressources humaines, est-ce qu'elles sont disponibles pour le projet? Seront-elles mobilisées sur d'autres projets en même temps? Est-ce qu'une absence est prévisible? On a la coordination du projet. Comment la coordination est-elle prévue? Quelle sera la disponibilité du chef de projet? Est-ce qu'il est autorisé à prendre des décisions opérationnelles? La gouvernance, est-ce qu'elle permet de prendre des décisions en temps et en heure? Des sous-traitants, sont-ils envisagés? Leur pilotage est-il encadré? Sont-ils liés par une relation contractuelle formelle? On a également le reporting et documentation. Comment est prévue la remontée des indicateurs en cours de projet? Des outils de restitution sont-ils mis en place pour aider à la prise de décision? Une documentation systématique du projet est-elle instaurée? En soi, normalement, ça devrait avoir lieu.
Cette documentation, est-ce qu'elle est mise à disposition dans un espace partagé, accessible par tous les participants du projet? Donc là-dessus, moi je vous invite à en faire une, mais également à créer un document, un projet sur Confluence pour que tout le monde puisse y avoir accès. C'est un super outil. Concernant la communication interne, comment la communication interne est-elle organisée? Des procédures de formalisation de briefs et de livraison de travaux sont-elles prévues et adoptées au projet? Les réunions sont-elles utiles et programmées? Les personnes impliquées dans ces réunions sont-elles présentes? Les contributeurs au projet se comprendront-ils? Est-ce qu'il y a des désaccords ou des conflits qui sont prévisibles? Donc, tout cela, c'est quand même des notions à se souvenir, comme on peut le voir ici. Donc, je continue. On a également les compétences techniques qui sont requises pour le projet. Est-ce qu'elles sont validées par l'équipe de production? On a les solutions techniques envisagées. Est-ce qu'elles ont été étudiées, validées? Les compétences technologiques, est-ce qu'il faut les sous-traiter? L'équipe dispose-t-elle d'expériences antérieures? Pour l'infrastructure technique, est-ce que c'est mis à disposition de l'équipe et est-ce que c'est adapté et sécurisé? Est-ce que c'est vraiment fiable? Les débits, est-ce que c'est suffisant pour assurer la productivité de l'équipe? Les logiciels requis, est-ce qu'ils sont disponibles et légalement utilisables? Les droits d'accès sont-ils définis correctement, affectés? L'équipement à disposition permet-il d'effectuer les tests requis? Il y a énormément de variables externes qui peuvent influencer le cours du projet. De la même façon qu'on a listé les facteurs internes, on va chercher à faire l'inventaire des événements qui pourront et pourraient se produire sous l'influence de variables externes. On va proposer les variables suivantes qui couvrent une partie des problèmes externes auxquels le chef de projet peut être confronté. Donc par exemple, on a les moyens qui sont mis donc, à disposition. Est-ce qu'ils sont garantis pendant le déroulement du projet? C'est-à-dire, quelle que soit la nature de ces moyens, somme d'argent, ressources humaines, ressources techniques, matières premières, que ce soit au sens large ou pas, hein, le montant du projet, est-ce qu'il est prévisionné? Le budget octroyé au projet est-il validé? Des contenus de base à transmettre en cours de projet sont-ils disponibles? Ou leur réalisation est-elle planifiée? On a également ce qu'on appelle le périmètre du projet. Est-ce qu'il est figé? En d'autres termes, l'expression du besoin, est-ce qu'elle est suffisamment claire et cadrée? Ce périmètre peut-il être soumis à des décisions extérieures à l'équipe de projet? Des fonctionnalités sont-elles identifiées comme optionnelles? De nouveaux secteurs ou de nouveaux besoins risquent-ils d'intégrer le projet? Il faut prendre en considération tout cela. Ici, si le périmètre fonctionnel du projet risque d'être modifié à l'initiative des décideurs, dans le cadre d'une relation commanditaire-prestataire, il s'agira donc d'identifier si ces périmètres est sujet à variation. Donc par exemple, parce que le besoin initial n'aura pas été bien cadré. S'il s'agit d'un projet interne, on évaluera si la direction ou le sponsor sont en mesure de le faire évoluer. Donc, concernant maintenant le cycle de décision, le pouvoir de décision est-il clairement défini dans notre organisation? Les décideurs sont-ils réellement impliqués dans le cadre du projet? Seront-ils disponibles lorsque cela sera nécessaire? Peuvent-ils être sollicités en cours de projet pour faire par exemple des arbitrages? La chaîne de décision est-elle assez courte pour prendre des décisions rapides? Est-ce qu'il existe plusieurs niveaux de décision d'ailleurs? On va maintenant voir les influences des parties prenantes. Comment ces parties prenantes peuvent-elles agir sur notre projet? Quelle est leur capacité de nuisance? Est-elle susceptible d'évoluer en cours de projet? Que sont-elles prêtes à mettre en œuvre pour perturber le déroulement de notre projet? Est-ce que vous avez prévu d'impliquer des utilisateurs dans vos démarches de conception? Est-ce qu'ils risquent de mettre en cause la réalisation? On a également l'influence donc de notre
Concurrence. La concurrence a-t-elle des moyens d'action sur les déroulements du projet? Les concurrents, est-ce qu'ils peuvent obtenir des informations sur le projet? Est-ce qu'ils sont en capacité d'y réagir? Des projets similaires sont-ils en développement de leur côté? On a aussi le cadre réglementaire. Donc, le cadre réglementaire auquel est soumis notre projet, est-ce que c'est stable? Est-ce que c'est évalué? Est-ce qu'il y a des évolutions de la législation qui sont prévues? Est-ce qu'on a collecté des données personnelles? Est-ce qu'on organise par exemple un jeu concours? Pour l'ensemble donc de ces variables internes, comme externes d'ailleurs, un SWOT, projet réalisé au préalable, va aider à trouver des pistes légitimes à explorer dans le cadre de la construction donc de nos scénarios. Il faut savoir qu'on a le scénario donc rédigé à partir de ces événements que l'on a imaginés et cela a un court paragraphe qui va résumer donc notre scénario envisagé. Il faut rester quand même concis et explicite de façon à ce que tout le monde puisse comprendre rapidement ce déroulement possible du projet. La conséquence concrète du scénario envisagé, on va se projeter sur les résultats obtenus. Si le scénario devient une réalité, projet, on va présenter plusieurs éléments qui sont très concrets. On a par exemple la couverture fonctionnelle, c'est-à-dire la proportion de fonctionnalités qui sont attendues et qu'on va pouvoir produire effectivement dans le cadre du scénario. On ne sera pas en mesure de faire une estimation précise. Il faut se borner à des pourcentages de type 25, 50, 75 et 100%. La durée estimée en se basant sur les données générales de description du projet, là encore, impossible à ce stade de faire des estimations précises. On va parler en mois et on indiquera s'il y a un retard. Et possible, probablement, ou même de manière incontournable selon le scénario qui est envisagé. On a un budget estimé. Là aussi, impossible encore de donner des chiffres précis. Le budget n'a pas encore été réalisé. Néanmoins, à la lumière des événements indiqués, on va dire un budget qui sera inférieur, conforme ou supérieur au budget initial. Attention, spoiler, dans la vraie vie, un budget projet sera souvent dépassé. Le ROI, retour sur l'investissement, envisagé donnera une indication immédiatement compréhensible par l'initiateur du projet. La valeur produite sera souvent proportionnelle au budget engagé et ce qui a été effectivement réalisé. Si un budget plus élevé pour un périmètre identique aux prévisions, alors le ROI diminuera. Dans toutes les hypothèses d'événements, encore une fois, il faut rester réaliste. Si notre organisation dispose d'une infrastructure technique qui est performante et éprouvée, il ne faut pas indiquer dans l'un des scénarios qu'elle s'effondrera à la suite d'une attaque de hacker. C'est pas du tout correct. Il va sans dire que les variables présentées ici sont quand même très générales et il faudra les adapter à une grande majorité de projets digitaux. Et vous devrez et pourrez mener. En revanche, il faut savoir que cette matrice est tout à fait exploitable dans d'autres contextes ou pour d'autres projets qui sont très spécifiques. En modifiant simplement les variables présentées, il faut savoir que c'est qu'un outil. Il ne faut pas hésiter à l'adapter à ses besoins. On peut retrouver également des scénarios qui sont pessimistes. Tout en tenant compte de toutes les informations dont on dispose, on va imaginer tous les événements négatifs qui pourraient survenir. Tous, en construisant ces scénarios, on va se préparer au pire, bien sûr. Donc voici un exemple. Donc dans un projet d'exemple, voici donc un scénario pessimiste qui peut être crédible. Alors il est un peu petit, alors je vais vous lire une partie. Par exemple, on peut avoir donc en disponibilité des ressources à cause de délais importants de validation. Certaines ressources techniques donc ont été affectées à un autre projet. Le prestataire a dû faire appel à un sous-traitant pour remplacer.
coordination du projet. Donc la chef de projet, nommée en début de projet, a posé sa démission en cours de réalisation. Le temps de trouver quelqu'un d'autre, la passation n'a pas pu être organisée. Le recours imprévu au sous-traitant n'a pas été contractualisé. Des retards de livraison ont été constatés et ne pourront pas être compensés. Donc ensuite, ça c'est pour l'interne. Par exemple, pour l'externe, on a le besoin à évoluer au cours du projet. Une fonctionnalité importante a été supprimée du périmètre, rendant obsolète les développements déjà réalisés. Donc modification du parcours utilisateur sur le site après intervention d'une personne, par exemple. Donc voilà, il y a plusieurs parties qui sont importantes à noter. Donc si vous arrivez à lire, je vous invite vraiment à tout lire ce qui est écrit dans cet exemple. Cela peut être intéressant. Mais il faut savoir qu'un scénario pessimiste va conduire à une réalisation partielle par rapport au périmètre qui est initial. Les délais de validation tardifs, une modification du périmètre et une action de la concurrence vont largement impacter le projet en conduisant à un dépassement de délai. Le budget sera plus élevé que prévu. En conséquence, la rentabilité du projet pour le commanditaire sera affectée et son ROI dégradé. Une remarque tout de même qui est importante, c'est que pour cette partie-là, on a rédigé et explicité les différents événements pour en faciliter la compréhension. Lorsqu'on construit nos propres scénarios, on peut décrire des incidents possibles en quelques mots seulement, tant que cela reste clair pour nous, mais également pour l'équipe. Le seul contenu qu'on devra rédiger avec soin, c'est vraiment le résumé donc du scénario. Maintenant, on va parler du scénario idéal. Maintenant qu'on a identifié la pire situation possible, il faut savoir comment faire pour tout avoir en main, pour définir le scénario idéal. Comment un projet peut se dérouler si aucun des problèmes ne survient, ou si des actions ne générant pas de coûts additionnels peuvent être mises en place afin de réduire d'éventuelles difficultés. C'est donc l'objet de ce scénario. On se base sur des variables similaires. Donc voilà, là, ici, comme on peut le voir, on poursuit donc notre exemple. Je vous ai lu les deux premiers, ainsi que celui-là, tout à l'heure. Mais comme on vise une situation idéale, les indicateurs CQD sont au maximum. On aura réalisé tout ce qui était prévu, couverture fonctionnelle, dans les délais qui sont convenus, et cela en respectant le budget qui est octroyé. Les prévisions seront donc respectées. Pas d'événements extérieurs majeurs pour venir perturber le déroulement du projet. Et des choix dans l'organisation du projet sécuriseront la production. Maintenant, on va parler d'un scénario qui est dégradé, ou l'hypothèse la plus probable. En réalité, c'est peu probable que les deux scénarios précédents qui ont été construits se concrétisent. La vérité, c'est plutôt quelque part entre les deux. Dans ce scénario, on va prendre en compte les difficultés qui paraissent les plus probables dans le contexte projet et on va imaginer aussi qu'on peut mettre en place pour les réduire. C'est important puisque ces actions auront possiblement un impact en termes de respect des délais et ou de dépassement de budget. Si on reprend donc le même exemple, toujours, notre scénario catastrophe va indiquer plusieurs problèmes potentiels. Tous ne produiront pas, mais imaginons, on pourrait les déclencher comme action pour les anticiper, ou comment on peut rétablir la situation après l'apparition des problèmes spécifiques. Donc là, c'est vraiment tout petit à droite, mais comme on peut le voir, on a niveau disponibilité des ressources. Il faut trouver une solution. Donc, remplacement des profils liés à la déprogrammation des ressources techniques qui ont généré du retard, etc. Donc dans ce scénario qu'on voit là, on peut constater que certains problèmes surviennent. Donc on a un départ, un retard de validation, le renfort des ressources techniques, la mise en place de quelques procédures d'anticipation. On a la participation d'une personne aux ateliers et renfort de la documentation technique. On a des objectifs
opérationnels de projet qui sont tenus, le délai relativement respecté, mais au prix d'un léger dépassement de budget. On va donc bien entendu adapter le nombre de scénarios au contexte projet. Certains seront très prévisibles, soumis à peu d'incertitudes. Et 2 scénarios se dérouleront peut-être bien ou seront suffisants. Dans d'autres contextes, on pourrait avoir à manipuler un grand nombre de variables qui donneront naissance à 3, 4, 6, 8 scénarios possibles différents. Donc, il faut imaginer plusieurs scénarios possibles pour un projet. C'est un bon point de départ pour une analyse de risque. Il faut savoir qu'en effet, on aurait pu identifier une grande partie des problèmes qui pourraient survenir en cours de route, mais aussi comment y faire face. C'est la base d'une analyse de risque. L'analyse des risques, c'est un outil qui est incontournable pour assurer un pilotage projet plus serein et donc sécuriser l'atteinte des objectifs. Une bonne gestion des risques se déroule en 4 étapes. On a l'identification des risques, qu'on peut faire à partir des outils de description du projet et des scénarios qu'on vient de réaliser. On a la priorisation des risques selon leur criticité, c'est-à-dire à quel point ils peuvent impacter le projet, qui permettent de le hiérarchiser objectivement. On a la construction d'un plan de prévention, document qui présentera les risques majeurs, identifier les parades qui vont permettre de mettre en place ainsi les éventuelles mesures correctives à déclencher en cas de problème avéré, et pour conclure, le suivi des risques au cours de projet. Il faut savoir qu'en effet, leur criticité pourra évaluer et évoluer en fonction de événements rencontrés durant le projet. Cette analyse des risques est à mener à ce stade du projet, car selon les parades qu'on peut mettre en œuvre pour y faire face, on va devoir tenir compte des charges supplémentaires du budget, ce chiffrage étant le socle du niveau d'étude de faisabilité économique. Il devra donc être le plus complet possible en tenant compte de toutes les informations dont on dispose. Maintenant, concernant la faisabilité économique, ce sera votre capacité à vous à prendre en charge financièrement le déroulement du projet. Vous chercherez en fait à savoir si vous avez réellement les moyens de vos ambitions pour pouvoir l'évaluer. Il va nous falloir définir le coût du projet. Avant de parler argent, il faut définir 4 notions importantes qui seront utiles afin de définir notre budget et par la suite notre planning. On va voir ce que sont une tâche, une charge, un coût, un délai dans le contexte d'un projet. Concernant la tâche, une tâche, ça définit le travail à réaliser. Ça représente ce qu'il y a à faire de manière précise et limitée par un ou plusieurs acteurs spécifiques pour aboutir à un livrable. Une tâche, c'est une unité de production qui est cohérente. On ne pourra pas la décomposer en d'autres tâches. Une tâche, en tant que série d'actions à effectuer, doit toujours être décrite par un verbe. Cela contribuera à sa précision et à sa bonne compréhension. Vous ne désignerez donc pas une tâche par écran master. Par exemple, il s'agit de quoi? Leur réalisation, leur modification, leur présentation commanditaire? Il faut ajouter un verbe ou indiquer une action qui élimine toute ambiguïté. Réalisation des écrans master. On va indiquer qu'il s'agit bien de la production concrète de ces écrans. Si on ajoute le chiffre 3, entre parenthèses, ça précise que cette tâche sera à accomplir 3 fois, car 3 types de pages différentes sont prévues dans le projet. Donc, un exemple, c'est faire la création pour un site web qui n'est pas une tâche, mais une étape du projet. Dans cette étape, on trouvera plusieurs tâches à accomplir. Réalisation du mood board pour présenter l'intention créative, conception du parcours utilisateur, conception des écrans master. On peut dire aussi gabarit ou page type,
création graphique des écrans master. Les éléments présents dans la note de cadrage, le macro-planning et la synthèse budgétaire en particulier, vont guider dans l'identification des tâches de notre projet. Maintenant, concernant la charge, ça représente la quantité d'efforts nécessaires pour accomplir une tâche. Comme toutes les tâches ne pourront pas être réalisées par le même acteur, on exprimera la charge de chaque tâche en jours personne, J/P, c'est-à-dire un nombre de jours par expertise. Dans un budget, on va indiquer donc les charges estimées pour chaque profil impliqué dans la réalisation d'une tâche. 2 jours par heure de directeur artistique, 1 jour par heure de graphiste, 0,5 jours par heure d'intégrateur, etc. Généralement, pour simplifier les calculs, 1 jour par heure correspond à une journée entière de travail, soit 8 heures. Ainsi, une charge de 0,5 correspond à une demi-journée de travail, 4 heures, 0,25, 2 heures. Dans la construction du budget prévisionnel, il sera compliqué d'aller en dessous de 0,25 pour une charge de travail. On peut donc identifier difficilement une estimation fiable plus réduite. Parfois, lorsqu'on a besoin de gagner du temps, la charge de certaines tâches pourrait être répartie sur plusieurs ressources. Donc, la réalisation des différentes fonctionnalités d'un compte utilisateur va nécessiter 8 jours par heure de développeur back. Je pourrais effectuer cette production en mobilisant 2 développeurs au lieu d'un seul. Ainsi, on obtiendra une charge de 8 jours par heure réalisée en 4 jours. Il faut noter cependant que toutes les tâches ne peuvent pas être partagées et que dans certains cas, le fait de répartir une tâche entre plusieurs ressources va générer un effort de coordination qui est supplémentaire entre ces ressources, augmentant la charge globale de la tâche. Ainsi, pour gagner du temps, en mobilisant le plus grand nombre de ressources, on risque d'augmenter significativement le budget. Maintenant, parlons de coût. Le coût, c'est la quantité donc d'argent qu'on va devoir dépenser pour réaliser une tâche. On l'exprimera donc en euros, en dollars, en yens, etc. Plusieurs facteurs contribuent à définir le coût d'une tâche. Mais dans un projet digital, l'essentiel de ce coût sera constitué par le temps passé sur des ressources. L'unité utilisée pour désigner le prix d'une ressource est le TJ pour tarif journalier. Notre coût de cette même ressource sera donc fonction de ce TJ et du temps passé. La liste des TJ, les profils disponibles dans une organisation, constitue une grille tarifaire. Pour développer un filtre de tri dans une page produit, un développeur aura besoin de 2 jours. La charge pour réaliser cette tâche est donc de 2 jours par heure. Le TJ, donc taux journalier, donc de tarif journalier de notre développeur est fixé à 650 € par exemple, par jour. Le coût pour réaliser cette tâche sera donc 650 x 2, 1300. Au niveau donc de notre projet dans son ensemble, le coût global sera constitué par les coûts de réalisation des tâches qui le composent et par les achats complémentaires, par exemple pour des licences, de l'achat d'art, de la sous-traitance ou du matériel spécifique, de développement et de test. Donc, dans notre exemple, le coût d'une ressource présentée à un client sera constitué du prix d'achat de la ressource, les salaires et charges, des frais généraux, infrastructures, fonctions, supports, et bien sûr de la marge appliquée, ce qui permet à l'entreprise de produire de la valeur. Un coût de 650 € par jour pour un développeur back tient compte de l'ensemble des paramètres. La charge et le coût sont 2 notions qui sont nécessaires pour construire le budget. Maintenant, passons au délai. Le délai représente le temps nécessaire planifié pour exécuter une tâche. Généralement, dans un projet, le temps s'exprime en jours, plus rarement en heures. Il faut noter que ce délai n'est que rarement
équivalent à la charge d'une tâche. En effet, et c'est là tout l'enjeu de la planification, les ressources ne vont pas passer 100% de leur journée de travail sur le projet. Il y a d'autres événements qui vont les occuper aussi. Des réunions internes, le traitement de leur courriel, les contributions à d'autres projets ou à des actions d'avant-vente. On a vu avant comment, en répartissant une charge sur plusieurs ressources, on peut réduire le délai. Une tâche de 8 jours par heure de développement affectée à 2 personnes, donc 2 développeurs, pourrait être réalisée dans un délai de 4 jours. A l'inverse, si cette tâche est effectuée à un seul développeur mais qui est déjà programmée 2 jours sur un autre projet en plein milieu, le délai de réalisation de cette tâche sera porté à 10 jours. La définition donc de la charge, la prise en compte des dépendances entre les tâches et contraintes des ressources qui influent le planning permettront de construire le planning donc du projet. Maintenant, on va faire un peu le point sur la faisabilité technique. Lorsqu'on estime les charges de projet, on doit aussi tenir compte de la faisabilité technique. Il y aura 2 axes considérés pour aborder cette partie, cette notion. Le projet, est-ce qu'il est techniquement faisable dans l'absolu? Alors, les réponses à cette question devront être apportées par des spécialistes techniques, comme par exemple un directeur technique ou un développeur expérimenté. Sur la base de son expérience ou de recherche complémentaire, il va évaluer si il est possible ou non de finaliser le projet en s'appuyant sur des techniques et technologies existantes. Si la réponse est non, le projet tel qu'il est présenté ne sera pas réalisable. Il faudra donc modifier le périmètre ou carrément l'abandonner, c'est possible aussi. L'organisation, est-ce qu'elle est en mesure de développer le projet? Lorsque des technologies utilisables sont identifiées, on vérifie. Est-ce qu'il est possible de réaliser les développements par des ressources disponibles? Si oui, les technologies sont déjà maîtrisées. Dans ce cas, il n'y aura pas d'impact sur le budget. Et dans le cas contraire, est-ce qu'il sera nécessaire de mettre en place des formations ou une montée en compétences? La réponse à cette question va avoir un impact sur le budget, qui devra intégrer les charges de formation des équipes. Si les ressources ne sont quant à elles pas disponibles au sein de l'organisation, donc par exemple parce que les technologies nécessaires ne sont pas du tout maîtrisées par l'équipe ou que les profils requis n'en font pas partie, on pourra choisir d'avoir recours à de la sous-traitance. La sous-traitance va constituer un achat, mais ça implique également un niveau de coordination supplémentaire. Il faut tenir compte de ces charges de pilotage pour préserver le niveau de marge et ainsi financer les actes administratifs qui sont nécessaires. Facturation, contractualisation. Le sous-traitant ne revendra pas son achat à prix coûtant. Il appliquera un ratio sur le coût initial de la prestation, par exemple 30%, en présentant le coût final du budget. On a donc plusieurs possibilités. Dans tous les projets digitaux, l'expression de besoin pourra être satisfaite par plusieurs solutions, avec éventuellement des fonctionnalités qui sont complémentaires, qui ne faisaient pas partie de la demande initiale. Ces fonctionnalités proposées, qui pourraient améliorer l'expérience utilisateur ou faciliter la gestion de la solution par ses administrateurs, peuvent être regroupées en marge de budget global et présentées sous forme d'options. Par ailleurs, vous pourriez proposer des prestations complémentaires au-delà de la réalisation à proprement parler. Vous pouvez chiffrer un accompagnement dit spécifique, l'animation de réseaux sociaux, des formations à l'utilisation de l'outil que vous avez réalisé, etc. Donc il faut savoir que dans un chiffrage projet, on peut indiquer en option une proposition de webmastering. Dans le cas d'un site web, il s'agit de prendre en charge à la place du commanditaire du projet la mise à jour de son futur site. Cette option constitue une charge récurrente qui pourrait être estimée sous forme de forfait lissé
sur une certaine période. Par exemple, si vous estimez qu'une demi-journée par semaine en moyenne sera nécessaire pour mettre à jour le site, on peut proposer une prestation de 12 jours de webmastering que le commanditaire pourra utiliser selon ses besoins sur une période d'1 an. Au fur et à mesure de son utilisation, vous déduirez le temps consommé. C'est une option, c'est donc une proposition allant au-delà de la demande initiale chiffrée. C'est également, mais qui devra être explicitement validée par le commanditaire pour être intégré au périmètre du projet. Alors bien entendu, une option acceptée viendra augmenter le coût total du projet. On ne fait rien gratuitement. Maintenant, on va parler de la maintenance et des évolutions. Donc, une solution digitale devra être maintenue dans le temps. Cette maintenance est généralement appelée TMA, pour TIAS, Maintenance Applicative. La TMA peut être corrective, donc pour corriger une anomalie qui peut survenir lors de l'utilisation de la solution, même parfois après plusieurs mois d'exploitation, ou alors évolutive, pour réaliser des petites évolutions ou mises à jour techniques. La TMA va consister à préserver la connaissance du projet au sein de l'équipe afin de pouvoir exécuter toutes les interventions nécessaires. Généralement, c'est vendu sous forme de pack de jours d'intervention payables en début d'année et que le client pourra consommer selon ses besoins. Elle devra être indiquée à part dans le budget du projet. C'est important de préciser car ça présente une part importante du budget de fonctionnement de la solution digitale que vous allez réaliser, c'est-à-dire un budget récurrent que le commanditaire devra dépenser chaque année pendant la durée de vie de la solution. Donc là, par exemple, on a plusieurs propositions. Donc, proposition prise en charge, mise à jour du site, avec une estimation en moyenne et un forfait annuel. Maintenant, on va construire un budget. Il est temps de construire le budget de la solution sur la base du périmètre fonctionnel de la gouvernance et du scénario projet. On doit être en mesure d'identifier l'ensemble des charges de notre projet. Le budget prendra la forme d'un tableau, par exemple Excel, qui permettra une lecture plutôt aisée. Les tâches envisagées et donc le contenu de la prestation du coût de ressources mobilisées, des coûts de réalisation, par phase des partages, des charges par profil, des charges de gestion et donc de pilotage. Le budget répond donc à plusieurs objectifs de définition de projet et de pilotage. Il va démontrer la compréhension de la réalisation associée au projet et présentant comment on va quantifier et décomposer l'effort à produire. Ça permet de prévoir les charges à engager pour réaliser le projet. Ça offre une compréhension de la charge et du coût par tâche et par phase. Ça propose une vue des charges et des coûts par profil. Enfin, dans le cadre d'une prestation pour un client, il indique également une grille tarifaire ainsi que le taux JM, donc tarif journalier moyen. Le budget est bien plus qu'un simple outil à calculer les devis. C'est lui qui détermine l'axe coût de votre suivi de projet, qui vous permettra d'engager des ressources nécessaires à la réalisation du projet. Avec le planning, c'est le second outil qui permet de passer d'une idée à une production concrète et donc réaliste. Il ne faut pas oublier de chiffrer également les charges liées à la mise en place d'un projet, à l'installation et au paramétrage de l'environnement de développement. Le pilotage, quant à lui, ne doit pas être oublié. Il concerne les rendez-vous qui sont récurrents, destinés à piloter le projet, comme des réunions qui sont hebdomadaires et les comités de pilotage, par exemple. Ces rendez-vous, les nombres sont déterminés par des gouvernances qu'on aurait mis en place. Il faut savoir que le suivi transversal du projet, effectué par le chef de projet, est difficile et c'est pas facilement quantifiable. On peut appliquer un pourcentage sur les charges des ressources productives et donc il faut tenir compte des ressources encadrantes. Ce ratio va être défini par notre expérience
et en tenant compte de règles de l'organisation à laquelle on appartient. On va, si vous l'avez bien compris, voir les coûts de projets qui ne sont pas uniquement constitués de ressources et que l'on va mobiliser. Donc attention, les coûts de fonctionnement et ceux constitués par les fonctions support, donc RH, gestion, support informatique, etc., 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 ne sont pas portés au budget. Ils sont inclus dans les TJ des profils. En revanche, vous devez, dans votre budget, prendre en compte l'ensemble des achats indispensables, qu'ils soient ponctuels ou récurrents. Ces achats seront spécifiques à votre projet. Vous pourrez retrouver normalement les coûts de sous-traitance, l'achat d'art, donc des images issues de Google qui ne sont pas utilisables, les déplacements et les frais de mission éventuels, l'achat de plugins, de logiciels spécifiques du projet, l'hébergement, les droits d'utilisation divers. Votre budget doit être clair et donc digeste pour votre commanditaire. Il faut le présenter de manière lisible et proposer une offre qui correspond exactement à l'expression de besoin à l'origine du projet. Cela va faciliter les comparaisons. On peut, et bien évidemment, c'est même parfois souhaitable, proposer une réalisation au-delà de la demande initiale. Dans ce cas, il faudra chiffrer ces éléments supplémentaires. Attention, inutile de faire peur au potentiel client en lui présentant un montant astronomique. Chaque option sera présentée de manière séparée. Ainsi, on propose un budget à tiroir dans lequel le commanditaire va faire son choix. De la même façon, les prestations non directement liées à la réalisation du projet, community management, référencement, TMA par exemple, seront présentées sous forme d'options, de lots séparés dans le budget. Pour une petite anecdote, ça m'est déjà arrivé, un client, je ne lui avais pas proposé les personas à l'origine ni l'étude de la concurrence, je lui ai proposé, il m'a dit, je voudrais finalement les personas en supplément. Je lui ai donc fait un avenant au contrat. Et ensuite, il m'a demandé d'étudier la concurrence, mais de manière plus ou moins gratuite, ce que j'ai refusé de faire, car il avait refusé l'étude de la concurrence. Donc je vous invite à regarder le fichier d'exemple qu'on peut voir à gauche et qui vous permettra donc d'en savoir plus sur le budget à tiroir. Sachant que le budget est construit et vous aurez une vision claire du coût total prévisionnel pour le projet. On peut alors évaluer la faisabilité économique du projet. Les décisionnaires seront alors peut-être obligés de faire des arbitrages et de modifier la portée du projet ou d'en répartir la réalisation sur plusieurs années, par exemple donnant lieu à des projets d'évolution ultérieure. Dans certaines organisations, en tant que chef de projet, vous n'aurez pas nécessairement accès aux informations financières concernant les coûts de ressources. Ce sera le cas pour beaucoup de projets internes. Vous construirez alors votre projet uniquement sur la base des charges en J/H. Les achats complémentaires seront bien entendu à prendre en compte également et à mettre en regard du budget qui leur sera affecté. Ce sera sur ces informations que vous devrez évaluer la faisabilité économique du projet. Pour évaluer la gouvernance du projet, une nouvelle fois, ce sont des scénarios projets qu'on imagine qui vont aider à vérifier que la gouvernance envisagée jusqu'alors est une bonne adéquation avec la réalité du projet. La gouvernance définit comment l'information va circuler pendant le projet, au sein de quelles instances, qui seront les profils décisionnaires concernés et comment on prendra les décisions tout au long du projet. Elles vont permettre de poser un cadre organisationnel au sein duquel le projet va se dérouler et sera incarné par plusieurs types de réunions ou de comités. Ces réunions qui sont récurrentes seront prises en compte dans la réalisation du budget afin d'anticiper le coût qu'elles représentent. Mais
la gouvernance impose aussi un rythme et une affectation de responsabilité, notamment au niveau de validation. Donc, lors de l'évaluation de la faisabilité organisationnelle, on va chercher à déterminer si la gouvernance proposée généralement, construite dans le but d'assurer le succès du projet, est envisageable au sein de notre organisation. Pour cela, on va chercher à vérifier si les décisionnaires sont bien là, présents, lors des réunions de vérification d'arbitrage. Le rythme, ce qui est quand même important. On va voir donc le rythme des réunions proposées, si c'est tenable ou pas, en tenant compte de l'activité habituelle. Les supports avec les outils de la gouvernance sont bien utilisables dans le contexte visioconférence, plateforme d'échange. On va donc ici faire un état des lieux objectif. Il sera probablement difficile de faire évoluer le fonctionnement de toute une organisation pour s'adapter à un seul projet. Si nécessaire, on va modifier la gouvernance projet et dans tous les cas, on va s'assurer des contraintes externes qui ne mettront pas le déroulement en péril. Le rythme du projet aura un impact fort sur l'organisation. Et donc inversement, pour évaluer si vous êtes prêt ou s'il vous sera possible de piloter efficacement votre projet, vous devez avoir une idée plus précise de son déroulement que le simple macro-planning que vous avez pu produire donc par exemple dans une note de cadrage. Vous allez donc construire un planning qui est détaillé afin d'évaluer si les délais sont réellement tenables et si vous pouvez intégrer le projet dans votre flux d'activité. Le planning vous permettra aussi de vérifier que vos ressources sont bien mobilisables au moment requis. Le séquençage donc du projet. Pour séquencer un projet, on va disposer de quelques informations structurantes. Une roadmap projet qu'on peut formaliser dans la note de cadrage et le budget qu'on vient de réaliser et qui présente l'ensemble des tâches à réaliser. Ce sont deux documents qui vont donc nous guider dans la construction du planning. La roadmap, ici, rappelle les grandes phases donc, du projet et les jalons à respecter qui devront être intégrés donc, dans notre planning. Le budget, par les charges qu'il contient, vont indiquer la durée minimale nécessaire pour réaliser l'ensemble des tâches du projet. À l'aide donc de logiciels adaptés, comme par exemple Microsoft Project ou Gantt Project, on peut réaliser le planning de projet. On peut aussi commencer par identifier dans chaque phase quels sont les livrables majeurs à produire et donc éventuellement les événements marquants à organiser. Si ces livrables clés sont composés de livrables intermédiaires, on doit les lister. Ensuite, pour chacun, il faut identifier les activités à réaliser pour les produire. Donc après, chacune de ces activités devrait correspondre à une tâche à intégrer au planning détaillé. Pour toutes ces tâches, on doit indiquer une durée prévisionnelle qui sera cohérente avec la charge indiquée dans le budget. Il ne faut pas préciser encore de date pour le moment. Maintenant, on va faire une petite parenthèse historique avant de poursuivre. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, Henri Gantt fut chargé d'optimiser la production d'un atelier. Il fait un constat qui peut sembler franchement trivial aujourd'hui, mais qui a révolutionné la manière dont on construit les plannings aujourd'hui. Les différentes opérations d'un processus ont des liens les unes avec les autres. Certaines peuvent être menées en parallèle, alors que d'autres doivent nécessairement se succéder. Il met au point un système de dépendance entre les tâches pour matérialiser les choses. Gantt développe un outil de représentation qui est visuel des activités sur une échelle de temps. C'est ce qu'on appelle le fameux diagramme de Gantt, qui est encore assez répandu aujourd'hui, même si maintenant on est plutôt passé sur ce qu'on appelle la méthode agile. Il est tout de même important maintenant de définir les dépendances entre chacune des tâches dans un projet. On va indiquer en tant que premier jalon la date de début du projet, ce sera la seule date qu'on va indiquer manuellement. Ensuite, on peut alors relier entre elles les tâches qu'on va lister
pour matérialiser les dépendances entre les tâches et formaliser les plannings du projet. Les logiciels de planification vont permettre de définir plusieurs types de dépendances. De fin à début. La relation la plus classique, la première tâche, doit impérativement être terminée avant que la suivante débute. De début à début. Lorsque deux tâches doivent commencer en même temps, de fin à fin, lorsque deux tâches doivent se terminer en même temps. On a la création de dépendance entre les tâches. On va donc donner une projection idéale du projet. Ce sont ces relations entre tâches qui vont vous aider à définir les différentes échéances. Mais pour en évaluer la faisabilité réelle, on va évoluer ce planning et afin de tenir toutes les contraintes qu'on a identifiées. On va vérifier la disponibilité des ressources et modifier les délais en conséquence. On va tenir en compte les temps de validation et les allers-retours éventuels. On va inclure dans le planning, on va repérer les échéances qui sont incontournables et évaluer si des parallélisations des tâches sont possibles pour les respecter. Si c'est nécessaire, et uniquement si c'est nécessaire et possible, on va réduire les délais de certaines tâches en prévoyant d'impliquer plusieurs ressources. Et il faut faire une dernière passe sur le planning en tenant compte du scénario projet le plus probable. Une fois donc le planning réalisé, on sera en mesure d'évaluer si les délais initiaux sont tenables, si on doit ajouter ou modifier ou adapter même le projet. Donc, ici, on a présenté donc étape par étape comment ça se réalise, un diagramme de Gantt. Et vous pouvez utiliser par exemple le logiciel Gantt Project. Sur la base de tous les éléments formalisés donc, dans cette étape, et en particulier le budget, le planning qui en résulteront, vous devez déterminer si le projet est bien réalisable. Dans le cas contraire, il conviendra d'ajuster le projet afin que les projections concrètes en termes de temps et d'efforts nécessaires soient bien cohérents. C'est là tout l'enjeu de l'étude de faisabilité. Pour conclure, ce qu'il est important donc de retenir dans l'étude de faisabilité, c'est que c'est une étape vraiment essentielle de la phase avant-projet. Ça structure autour de 3 dimensions. La faisabilité économique, technique, organisationnelle. Ça permet de vérifier si notre organisation est bien en mesure de conduire le projet. Pour commencer une analyse de faisabilité, on définit plusieurs scénarios projets qui sont organisés en ateliers mortels. Ça permettra donc de collecter les informations qui sont nécessaires à leur élaboration. Il faut savoir que durant cette session collective, une hypothèse pessimiste et le recours aux éléments de description du projet vont permettre d'alimenter un scénario dit catastrophe. Pour guider la construction de ce scénario, on pourra se baser sur plusieurs variables susceptibles d'affecter le projet. Ça permet de faciliter sa création. Ça peut être donc des variables qui sont internes ou externes. Ces variables, bien entendu, restent adaptables aux spécificités de notre projet. La trame de présentation du scénario va mettre en évidence les conséquences prévisibles sur le projet. On pourra ensuite imaginer un scénario dit idéal, puis un scénario intermédiaire, sans doute le plus probable. Pour compléter une analyse de risque, sera conduite afin d'identifier des actions de prévention ou parades susceptibles de générer des coûts supplémentaires. On va évaluer ensuite la faisabilité économique du projet en déterminant les charges nécessaires à sa réalisation. La charge représente la quantité d'efforts à produire. On l'exprime en jours/hommes et sur la base de la grille tarifaire. Ça permet d'associer ces efforts à un coût afin de construire le budget. La faisabilité technique sera également à évaluer. On mènera cette étude en répondant à 2 questions. Le projet est-il réalisable? Dans l'absolu, bien sûr.
Et l'organisation, est-ce qu'elle dispose de ressources techniques qui sont nécessaires pour mener le projet? Ce sont des questionnements qui pourront conduire à l'abandon du projet ou à de la sous-traitance ou encore à des actions de formation. Ces deux dernières d'ailleurs représentent un coût qui est supplémentaire pour le projet. Les options éventuelles et les charges liées à la maintenance des futurs projets seront également anticipées avant de construire le budget, ce qui permettra de connaître le coût réel du projet et donc de déterminer la capacité de l'organisation à le financer. La faisabilité organisationnelle devra également être étudiée. La structure, est-ce qu'elle sera en mesure de se conformer aux exigences de la gouvernance et de l'utilisation des outils nécessaires à un bon suivi? De même, le rythme du projet devra être connu pour vérifier si les échéances pourront être respectées, tenant compte notamment des disponibilités connues à date de ressources. Il y a un outil qui permet d'éclairer pour construire un planning, projet détaillé. C'est le diagramme de Gantt. Ça met en évidence les dépendances entre les tâches ainsi que les grandes échéances du projet. Sur la base donc des éléments suivants, on peut valider la capacité de l'organisation à conduire le projet. Attention tout de même avec Gantt. Maintenant, on utilise davantage la méthode agile que le diagramme de Gantt, bien que cela reste connu.